de cette rencontre. 2-1. Vincent Lix ne doit pas être loin de tous ces joueurs qui ont un grand sourire. Tiens, la note du match, 12,87. Vincent. Oui, voilà, le micro est ouvert. Avec le grand sourire effectivement de Roland. Ça, c'est une victoire qui va compter cette saison. Disons que bon, c'était pas évident. On s'est accroché. On a réussi à ouvrir le score avec un joli but. Après, on a quand même subi par rapport à tous ces nombreux milieux talentueux qu'a Paris Saint-Germain. On a terminé un petit peu énervé à la première mi-temps. On a réussi à se calmer en deuxième. J'ai marqué un but. Bon, sur la physionomie du match, ça aurait pu se terminer sur un match nul. Mais là, on a peut-être eu un petit peu le petit brin de réussite qui nous avait fui quand on a perdu à Bordeaux et à Monaco. Donc ça compense un peu. C'est vrai que les Parisiens parlent d'arbitrage ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça a fait basculer vraiment la rencontre? Comment ça, l'arbitrage? Le penalty notamment. Ma foi, je pense qu'il y a pénalty. Donc à partir du moment où le garçon est fauché à 18 mètres, donc c'est le règlement. On a suffisamment raté de pénalty comme ça que bon, nous quand on a un pénalty, on est même inquiet. Donc non, je pense qu'il y avait pénalty, c'est ça. Hein. Alors cela dit, cette victoire, comment elle s'est construite petit à petit? Bon, je crois qu'on s'est accroché, c'était pas évident du tout. Maintenant, c'est sûr qu'on est très content ce soir. Mais bon, d'un certain côté, je ne sais pas non plus si c'est peut-être pas la pire des choses qui pouvait nous arriver de gagner ici, parce que compte tenu d'une euphorie un petit peu supérieure à la normale de Marseille, là tout le monde va nous voir champion, alors que sincèrement on est encore très très loin de ce titre-là, et j'attends avec impatience de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire dès samedi contre Auxerre et qu'est-ce qu'on est capable de ramener dans nos deux déplacements qui suivent après à Strasbourg et à Nantes. Mais Roland, quand on vient gagner ici au Parc des Princes devant le Paris Saint-Germain, c'est normal d'être exigeant sur la Canebière, c'est normal de voir poindre éventuellement le titre. Exigeant, oui, peut-être, mais bon, compte tenu que tous les matchs sont difficiles et qu'on est attendu dans tous les endroits un petit peu plus que la moyenne, j'attends avec impatience de voir si cette victoire va nous rendre un bon service pour les matchs à venir ou au contraire un mauvais service. Et ouais, Roland Courbis, il se projette toujours vers l'avenir, et c'est vrai que du côté de la Canebière en ce moment ça doit être chaud, car Marseille avec 30 points rejoint Metz et le Paris Saint-Germain en tête du classement. On va revenir juste une fois dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Il ne faudrait pas prendre trop de retard, l'équipe du dimanche s'annonce superbe. Un mot de conclusion, Olivier et Grégoire, de tout là-haut, vu de tout là-haut. Eh bien, écoutez, de tout là-haut, Thierry, moi je pense que Marseille a su construire presque facilement cette victoire, même si Roland dit bon, c'est un peu énervé, c'est vrai, mais cette équipe de Marseille est restée toujours fort bien en place, bien placée. Il y a eu une concentration, une solidité, une solidarité des... David. Plusieurs milliers de supporters marseillais dans les tribunes de Louis II pour pousser les Bleus Marines et Xavier Gravelaine, dangereux d'entrée. Une frappe bien arrêtée par Fabien Barthez. Un match parti très vite. Monaco réplique Ikpeba. Ikpeba s'enfonce. Centre fuyant. Trezeguet se jette. Kopke repousse. Dégagement acrobatique. Derrière, il y a Endoram. Tir de Endoram. Kopke arrête définitivement. Corner pour Monaco tiré par Collins. Tête de Trezeguet. Serge Blanc comme il peut. Et c'est Monaco qui prend les choses en main. Ikpeba. Dans la surface, un dribble, centre contré, dégagé par la tête de Laurent Blanc, reprise de Jafet Endoram, Kopke impérial depuis le début de la première mi-temps. Et de l'autre côté, Barthez se met également en évidence, centre de Makelele, tête plongeante d'Echouafni au deuxième poteau, détourné par un super réflexe de Barthez, une occasion en or pour l'OM. Toujours 0-0, Gravelaine lance Bekanovic. Barthez manque sa sortie, Bekanovic a le but grand ouvert, il temporise trop. Retour de Franck Dumas. Bekanovic finalement taclé, c'est terminé pour l'OM. Monaco qui relance avec ses deux attaquants, Ikpeba, Trezeguet, tir de Trezeguet au-dessus. David Trezeguet, le buteur de l'équipe de France Espoir, il a une nouvelle occasion. Tir détourné à nouveau par Kopke, 0-0 à la mi-temps, mais beaucoup d'occasions. Et en deuxième période, Monaco trouve l'ouverture sur corner. Benarbia directement sur Collins, reprise du gauche de l'Écossais. Kopke cette fois n'a pas bougé sur cette très belle reprise de Collins. L'OM qui se révolte, un ballon dans l'axe pour Titi Camara, un geste osé de Camara et encore un super réflexe de Barthez. Il était un peu avancé mais il écarte le ballon.
Et Monaco qui assure sa victoire avec Benarbia plus Spéard, tous deux rentrés en cours de deuxième mi-temps. Spéard centre pour Thierry Henry qui surgit plus rapide que tout le monde et que Kopke. Monaco s'impose 2-0 devant l'OM. Monaco qui jouera donc mercredi à Lisbonne contre le... Des insolites spéciales 20 ans avec des images insolites souvent volontaires mais parfois pas volontaires parce qu'il faut bien vous dire que si la technique aujourd'hui a évolué, les débuts étaient parfois chaotiques, il y avait des problèmes, c'est pas Pierre Congioni qui me contredira. Lui qui a vécu de vraies galères en plateau, vous allez voir, nous sommes au début des années 80, il est en plateau avec Jean-Marc Guillou qui est son invité et il y a un sujet qui veut partir et qui ne part pas, mais vraiment pas. Vivre, en résumé bien entendu, cette demi-finale de la Coupe de France. Partez s'il vous plaît, nous sommes en retard. Ah, ce n'est pas la SNCF, la télévision, ce n'est pas tout à fait la même exactitude, mais ce sont les impondérables du direct, de ces montages faits sur place. Généralement, quand il y a un problème, on dit toujours que c'est en direct, ça permet de passer 10 secondes, et ça justifie. Des images qui viendraient de l'Est. Vous en souvenez, Pierre, en un mot? Oui, tout à fait. Anne Masserat ne voit plus rien Ça a duré au moins entre 10 minutes et un quart d'heure. Moi, je savais ce qui se passait. On va pas passer l'intégralité. Est-ce que ça serait Le perdu vaisseau partait sur Strasbourg, en réalité, sur Bruxelles. Là, ça devient inquiétant. Ça se produit rarement, mais il faut bien que ça arrive un jour. L'attitude de Jean-Marc Guillou assez amusante, bien embêté. Enfin, il fait rien pour vous aider. Appelé pour être au courant. Il ne peut rien. Il n'est pas là pour ça. Nous ne sommes pas. Ah, c'est une question de commutation. Oui, ça va rien dire au public du tout. Ils sont prêts, mais ils ne peuvent pas commuter. Ça, c'est sûrement secrétaire qui joue au bout du fil, qui était quand même la grande réalisatrice de Téléfoot, et ça me permet de lui rendre hommage. Alors, si vous êtes entre Paris et Strasbourg et si vous trouvez des images, sachez que ce sont les nôtres. Veuillez les rapporter. Alors parfois le sujet part, mais il y a des surprises. Regardez, nous sommes dans un résumé Paris Saint-Germain 3 et subitement ça va être le vrai délire. Surpris, j'étais surpris comme vous. Je pense qu'il s'agissait de cire. Effectivement, c'est le montage rapide qui a dû provoquer cette cassure immédiate de Magneto. J'en suis fort surpris. Nous avons une mire aussi, je crois, parce que ça est passé très vite. C'est Christian Jean-Pierre qui imperturbable, un Congioni surpris, mais pas tant que ça. Alors là, c'est beaucoup plus récent, c'est avec Roger Zabel. Nouvel incident avec Christian Jean-Pierre. Qui ont plus que jamais besoin de points. Il se procure d'ailleurs la première occasion dangereuse. Et alors ce qui est incroyable, c'est que ce jour-là, c'est encore Jean-Marc Guillou qui est sur le plateau de Téléfoot. Christian Jean-Pierre que nous allons retrouver dans un instant. Parce que vous comprenez pourquoi on ne l'invite plus. Il doit vraiment se demander où il est tombé, mais bon. Parfois ça marchait quand même. Là, le sujet va finir par partir. Au Parc des Princes, nous allons trouver maintenant Pierre Torret, si tout va bien. Voilà. Après tirage au sort des poules du tournoi international cadet de Pâques, ça a marché, c'est miraculeux. Alors, malgré tous ces petits problèmes ponctuels, c'est vrai qu'on a tous gardé une grande nostalgie de cette époque. Avec Pascal, on était tout petits, on rêvait devant notre écran. J'ai visionné pas mal d'anciens téléfoot pour ce 20 ans. Et je suis tombé sur un document absolument exceptionnel. Avant de vous en parler, on va le regarder. Je vous dis simplement que c'est Michel Denisot qui est en train d'interviewer Henri Michel. Vous me dites si vous remarquez quelque chose. Je crois, mais de match en match, ça se rapproche à la fin. Strasbourg est toujours là. Saint-Etienne aussi. Nous, on attend le faux pas de quelqu'un en espérant que nous, on continue à gagner. Mais je crois que c'est une fin de championnat qui est passionnante. Et je crois que tous les publics, surtout les terrains de France, sont contents. Ah, vous n'avez rien remarqué? Non, il y a Jean-Vincent. Ouais, il y a Jean-Vincent, mais on va le voir à nouveau parce qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe derrière et à gauche de Henri Michel. Regardez bien les images. Et là, regardez, un petit garçon émerveillé, déjà attiré par les caméras comme les moustiques par la lumière, c'est Pascal Praud. Adorable. On a du mal à le croire. On ne sait pas si Denisot l'a repéré ce jour-là. En tout cas, ça prouve qu'il faut toujours regarder ce qui se passe derrière. Plateau. Ouais, il a grandi maintenant. Maintenant, c'est lui qu'on regarde. Il est devenu ce grand garçon spirituel que l'on connaît. Et maintenant, c'est vrai qu'on regarde que lui. On regarde pas les gens qui sont à côté de lui. Alors, tout au long de cette émission, nous avons évoqué les présentateurs qui se sont succédés sur le plateau de Téléfoot. Mais il y a un commentateur dont on n'a pas parlé. C'est Coluche. Et oui, Coluche qui, un jour, a commenté un résumé de Téléfoot. Il était invité par Michel Denisot pour un tirage au sort. Et il s'est donc essayé à cet exercice. Écoutez, c'est pas mal. On va revoir ce match, si vous voulez, c'est vous qui le commentez, c'est la première fois que ça vous arrive. D'accord, oui, vous allez voir, c'est la dernière d'ailleurs. Donc ici, vous avez plusieurs footballeurs qui sont... un seul est en possession du ballon, il le donne à un autre maintenant, vous voyez, parce que quand même, il ne faut pas le garder pour lui. Voilà. Il le jette dans le but. Et là, vous avez encore un joueur de Paris Saint-Germain, que je ne vous dirai pas le nom, parce que
qu'on le connaît. Il faut pas le dénoncer, ça c'est à Strasbourg pour les casser la gueule. Voilà, ça donne des idées. Hein. Et puis pour terminer, je voudrais quand même remercier le destin parce que Téléfoot a 20 ans aujourd'hui, mais l'aventure aurait pu s'arrêter l'an dernier, le jour où Frédéric Jaillant a de façon assez traître dressé une embuscade au ministre des Sports de l'époque, Guy Dru. Regardez. Ah oui, oui, oui. Car derrière nous, il y a l'atelier des tirs au but avec Dominique Rocheteau et puis les gardiens. Voilà. C'est pas passé loin, hein? Non, pas loin. J'ai effleuré de la tête, là. Ouais. C'est du direct. Ouais, c'est vraiment du direct. Le coup du direct, je vous le disais, dès qu'il y a un petit problème. Heureusement, le piège n'a pas fonctionné, mais c'était moins une. On est quand même peu de à signaler, c'est tant mieux, on attendait un match chaud. Il y a eu de grosses mesures de sécurité toute la journée dans la ville de Bologne. Mais pour le moment, ça se passe bien en dehors de la pelouse. Il faut espérer que ça se passe bien sur la pelouse dans une rencontre dirigée par un trio d'arbitres allemands, conduit par monsieur Markus Merck. Markus Merck, c'est un habitué des grandes joutes européennes. Il a 37 ans. Il a débuté en Bundesliga à 26 ans. Et Roland Courbis, Jacques Van Kerschaver peuvent avoir confiance sur la rigueur de cet arbitre allemand qui a notamment dirigé il n'y a pas si longtemps un Juventus Galatasaray au Stadio delle Alpi qui s'était soldé par un 2-2. Oh, Roland Courbis, il signe tout de suite pour un 2-2. Ah oui. Je crois qu'il n'a pas arbitré d'équipe française, Marcos Merck. Cette année, non. Ouais, cette année, c'est la première fois. Et Fabrizio Ravanelli qui lui aussi a envie de se montrer, comme Robert Pires d'ailleurs. Et Ravanelli, l'Italien, qui a envie de se rappeler aux bons souvenirs de ses compatriotes. Oui, Laurent. Ouais, je suis avec Titi Camara. Ça va être un peu dur de travailler aujourd'hui. Hein. On est espionné. C'est Coupe d'Europe. On va y arriver. Titi, dans quel état d'esprit se trouve votre équipe avant cette rencontre? Je pense que c'est fabuleux de jouer des matchs comme ça. Je pense que tout le monde est prêt mentalement et physiquement pour répondre présent contre cette équipe de Bologne. Allez-vous aborder cette rencontre comme si c'était le match aller? Non, maintenant je pense que on joue à l'extérieur. Il suffit seulement de marquer, ça le fera double. Je pense que ça on se retrouve facilement sur le terrain. On peut mettre cette équipe en défaut. On peut espérer vous voir jouer dans cette rencontre? Il faut espérer. J'espère que les gars qui commencent, ils vont essayer de donner le maximum. Nous qui sommes sur le banc, on sera prêts pour donner le dernier coup de main. Merci. L'équipe de Carlo Mazzone transpire la confiance. C'était un mot de Georges Prost, le superviseur des Marseillais. Il faut dire qu'avec cette série de résultats que vous avez pu apprécier tout à l'heure en image, c'est vrai que la confiance, elle est réelle du côté de Bologne. Mais Marseille, après tout, il y a 2 semaines, n'était que 2e du championnat de France lors du match aller. Aujourd'hui à Bologne, les Olympiens sont leaders et ils viennent de battre Nancy 4-0 à Montpellier. La confiance, elle est là aussi, Jean-Luc. Quand on est leader, on est plus en confiance, c'est vrai. L'aspect psychologique, ça va être très très important parce que comme dit Roland Courbis, aujourd'hui c'est Bologne qui a peur d'encaisser un but de l'OM qui l'obligerait à en marquer 2 pour se qualifier contre la meilleure défense du championnat de France. Ce sont les joueurs de Bologne qui vont donner le coup d'envoi avec ce duo Anderson-Signori. Monsieur Merck attend encore quelques secondes au Dugarry, concentré. On les a vus hier à l'entraînement sur cette même pelouse, les Marseillais, assez décontractés, mais très concentrés. Ça paraît paradoxal, mais c'est vrai, Jean-Luc. Ouais, moi je les trouve dans le même état d'esprit qu'à Vigo, avec une envie encore plus grande, c'est celle de pas seulement résister, ce qu'ils avaient très bien fait avec leur trip, avec beaucoup de courage à Vigo. Là aujourd'hui, Roland Courbis dit que si on doit être éliminé, il faudra que ce soit sans regret, en ayant mis en difficulté cette équipe de Bologne. Et regardez Ravanelli en discussion avec Marocchi, tous les deux anciens joueurs de la Juventus de Turin. Et Ravanelli, il a un bon souvenir de ce Stadio Dallara. C'était en 1991, en Série B. Il jouait avec la Reggiana, il se déplaçait à Bologne. C'était un derby, le derby de l'Émilie-Romagne. Eh bien, l'équipe de Reggiana s'était imposée 2-0, doublé de Fabrizio Ravanelli. Des petits souvenirs qu'on aime bien se remémorer pour se donner confiance avant le début d'un match. Voilà, monsieur Merck donne le coup d'envoi de cette demi-finale retour. Ballon en faveur des Bolognais. Et ballon mis en touche directement par Edson. Avec là une intervention de Daniel Bravo qui n'a pas été suffisante. Ingesson. Et tout de suite, ça déboule avec Paramati. Sortie d'Edson. Et première intervention de monsieur Merck pour une faute d'un joueur de Bologne. C'est à propos de faute très important
6 joueurs de chaque côté sont sous le coup d'un carton jaune. Et un deuxième carton jaune signifierait qu'ils ne joueraient pas la finale. Donc c'est très important. Ouais, c'est une des clés du match, moi je dirais même, Thierry, parce que comme vous le dites, personne n'a envie de rater la finale. Donc ça aurait sûrement une incidence sur le comportement des joueurs, notamment sur leur ardeur à défendre ou à tacler. Alors Blanc, Gallas, Luxin, Ravanelli, Dugarry et le remplaçant Issa sont sous le coup d'un carton jaune côté marseillais, alors que Rinaldi, Mangone, Ingesson, Marocchi, Fontolan et Signori sont également sous le coup d'une suspension en finale en cas de carton jaune ce soir. On donnera cette donnée clé de ce match retour. Laurent Blanc à la tête a été le plus haut. Pires. Pires qui essaye de déborder Marocchi qui se trouve face à Paramati. Centre de Robert Pires et ballon capté par Antonioli. Ouais, sur le plan tactique, il y a une petite info pas de dernière minute, mais comme avait dit Roland Courbis avant la rencontre, c'est qu'ils vont surtout presser sur le côté droit. Ils vont avoir une équipe un peu séparée en deux, une équipe qui du côté gauche va construire et une équipe du côté droit, comme on voit Brando sur l'écran, qui va aller presser, surtout Paramati. Ouais, capitaine Paramati qui, d'après le staff marseillais, serait un peu le point faible de Bologne. Peut-être, oui, le maillon faible. En tous les cas, c'est un choix aussi de Roland Courbis de passer absolument sur les côtés. Donc Edson aura un rôle important sur le côté gauche avec Pires. Pires aussi qui viendra se mêler à Brando pour essayer de faire la différence sur le côté droit. Tête de Bravo, tête de Pires qui a prolongé sur Dugarry. Et ballon mis en retrait par la défense de Bologne. Blanc encore de la tête. Vers Ingesson. Classe Ingesson pour son capitaine Paramati. Le voilà, celui dont on vous parlait à l'instant avec Laurent. Paramati, centre-pied gauche. La reprise et la frappe de Fontolan. Bien capté par Porato. Dugarry, Pires. Edson. Edson qui a essayé de déborder Rinaldi. Rinaldi qui effectue la remise en jeu avec Binotto. Mais pas étonnant non plus, Thierry, que les premières attaques des Bolonais se passent sur le côté droit, c'est-à-dire du côté où Edson, puisqu'Edson est un nouvel arrivant quand même dans l'effectif marseillais. Ils le savent, les Bolonais, c'est son premier match en Coupe d'Europe avec Marseille. Eh bien, il ne jouait pas à l'aller. C'est pour ça sans doute qu'ils essaient d'entrer, de le mettre en difficulté. Ouais, mais ils n'ont pas bien vu peut-être son but assez extraordinaire contre Nancy, ce pied gauche. Il devrait s'en méfier d'Edson. Bravo. Dugarry. Avec Daniel Bravo. Pires. Brando est parti sur le flanc droit. Il est surveillé par Fontolan, qui a eu le dernier mot avec Paramati. Elle est montée au pressing sur Antonioli. Luxin, Pires, Gallas, Luxin, Brando, Pires, 1-2 avec Brando, retour de Paramati et Antonioli qui dégage directement en touche. « 0-0 après 4 minutes en première période. Dugarry essaye de se sortir du marquage de Paramati. Brando à nouveau. Centre vers Daniel Bravo, sortie de Binotto. Oh, Signori qui a dévissé complètement. Bien maintenant. Ingesson pour Rinaldi. L'équipe de Bologne qui avait été impressionnante de maîtrise tactique lors du match aller au Stade Vélodrome. Et qui a impressionné rien de moins que Giovanni Trapattoni, venu avec la Fiorentina prendre 3 buts ici samedi. Il a une belle formule, Trapattoni, à propos de Carlo Mazzone. Il dit c'est un entraîneur des 4 saisons. Ça veut dire qu'il réussit tout le temps. Sur l'ensemble de sa carrière, il n'a fait que des belles choses, Carlo Mazzone. Et pourtant, il est menacé à Bologne. On aura l'occasion de vous en reparler. Ouais, il a quand même, on l'appelle aussi le grand-père du calcio. Il a fait 9 clubs différents, plus de 1000 matchs. Alors c'est dire l'expérience qu'il a. C'est joli, entraîneur de 4 saisons. C'est superbe. Les pizzas aussi, 4 saisons sont très bonnes à Bologne. Mais on voit beaucoup de maîtrise du côté de Bologne parce que c'est une équipe qui n'a pas de jeunes joueurs. C'est une équipe très mature, que des joueurs d'expérience. Et ils auraient presque fait le match parfait à Marseille, comme vous disiez, s'ils avaient marqué un but.
Et ils n'en ont pas marqué. Bravo. Gallas. Gallas face à Fontolan. Trouver le soutien de Pires. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est vrai que cette équipe de Bologne est un mur. Vous l'avez hein, sur ce plan à peu près large. Vous apercevez qu'il y a un vrai mur qui se dresse devant les Marseillais. Il va falloir trouver la clé de ce coffre. Oui, Roland Courbis qui demande à son attaque de presser la défense. Ah, Brando, carton. Alors tout de suite, non, il en avait pas. Il en a un maintenant, mais il en a un maintenant. Oui. Ouais, mais c'est un peu ce que demande Roland Courbis, car il s'aperçoit que sans trop de position, la défense de Bologne arrive à trouver les attaquants, arrive à trouver les milieux, arrive à construire, et il veut empêcher cette construction venant de derrière. C'est Antonioli qui va se charger de ce coup franc. Attention, avec Antonioli, ça peut être très vite. Hein. Il va chercher la tête d'Anderson, déviation sur Signori. Quelquefois, ça a marché en championnat. Ouais, c'est dangereux quand même, parce qu'imaginez qu'il glisse, qu'il rate son dégagement, il est dans une position excentrée, il peut être contré, il peut y avoir danger de but immédiat. Dugarry avec Edson, Pires était hors jeu. Coup franc joué par Bologne. Avec Ingesson. Marocchi. Binotto. Marocchi à nouveau. Essaye de lancer Anderson de la tête. C'est là qu'il est dangereux. Même s'il a manqué, il ne s'est pas entendu avec Signori. C'est rare. Ouais, mais vous avez vu déjà son jeu de tête, son timing. Parce que non seulement il va très haut, parce qu'il est très grand. 1m93, il saute très haut, mais une fois qu'il est là-haut, il reste en suspension. Et ça, c'est terrible pour pouvoir intervenir quand on est défenseur. Binotto. Centre de Binotto. Porato impeccable au point de chute. Et relance sur Daniel Bravo. Luxin. Bravo. Luxin à nouveau. Ouais, des solutions latérales, beaucoup moins de solutions dans la profondeur, parce que ce double rideau qu'on voit très bien là maintenant est en place, ce rideau bolonnais. Et Pires est obligé de revenir assez loin pour offrir ses ballons et changer le jeu. Ouais, mais il a donné un peu de chance du coup à Daniel Bravo. Centre de Bravo, c'était pour Brando. Ce sera une sortie de but. On verra peut-être pas, hein, Jean-Luc, c'est vous qui me disiez ça avant le début du match. On verra pas aussi souvent Laurent Blanc s'intercaler comme il l'avait fait lors du match aller. Hein. Non, parce qu'on parlait de cette bataille du milieu perdu au match aller, parce que trois attaquants c'est bien, mais il fallait les alimenter. Le milieu de terrain marseillais avait été battu. Eh bien Laurent Blanc, par nécessité, était venu souvent prêter main forte à son milieu, à ce secteur de jeu. En revanche, ce soir, on lui demandera avec Domoro, Gallas et Luxin de rester constamment en sécurité défensive. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Merck? Il accorde un coup franc à Bologne, mais il va le faire rejouer. Il n'a pas été joué exactement à l'endroit où il le souhaitait. Voilà Carlo Mazzone, qui pourrait quitter Bologne à la fin de la saison. C'est en tout cas le vœu du président, qui voudrait un petit peu de modernité dans ce club pour la saison prochaine. Mais c'est pas du tout l'avis des supporters, hein, qui sont en train de réclamer fermement le maintien de Mazzone. Et même des brochures, des banderoles qui indiquaient, parce qu'il y a les élections municipales ici à Bologne, qui indiquaient Mazzone maire de Bologne. Cherche Signori. Gallas ne s'est pas fait surprendre. Ravanelli, bien fait pour Pires. L'appel de Dugarry, il a été devancé par Rinaldi. Et ça repart avec Beppe Signori. Ah, il a eu un peu de problème avec sa conduite de balle, Signori. Donc il doit repasser par Marocchi. Et c'est pas le terrain, hein, parce que vous avez raison, elle est un peu glissante, elle est légèrement grasse cette pelouse. Mais c'est un billard, hein. Je suis allé dessus, je peux vous le confirmer. C'est une pelouse en excellent état. Et aujourd'hui, s'il y a des mauvais contrôles, ce ne sera pas dû à des mauvais rebonds. Hein. Paramati pour la remise en jeu qui sera longue en direction d'Anderson, bien sûr, et de son jeu de tête, marqué par Laurent Blanc. Paramati à nouveau, ballon renvoyé par Bravo. Encore Paramati. Ingesson va alerter Rinaldi qui a pris le couloir là-bas. Rinaldi face à Edson. Centre de Rinaldi, Domoro.
Au corner. Petite mésentente d'Omoro Porato. Et l'OM doit concéder un corner qui a été rapidement joué. Attention à Ingesson, c'est Blanc qui renvoie cette balle. Ballon de contre pour Pires. L'arrivée de Dugarry. Ravanelli. À nouveau Robert Pires face à Binotto. Le contre favorable. Mais c'est Mangone qui vient couper cette trajectoire. Ouais, c'est lui le chef de défense, toujours bien placé et on va pouvoir admirer souvent son pied gauche. Il y a beaucoup de compensation dans cette équipe de Bologne qui coulisse bien latéralement, qui est toujours avec un partenaire pour couvrir l'autre. Oh, la tête, elle était bonne! La tête de Dugarry qui a failli inquiéter Antonioli. Alors côté bolonnais, Anderson va très haut, Dugarry aussi pour les Marseillais. Il a un rôle important hein, dans la bataille du jeu aérien. Rappelez-vous ce qu'avait dit Bernard Lacombe après avoir été éliminé par Bologne. Il avait dit si on avait eu Marco Grassi pour le jeu aérien, pour la bataille dans les airs, eh bien on serait peut-être passé. Sur l'organisation du jeu marseillaise, Roland Courbis demande à ses joueurs dans la construction, voilà, d'écarter le jeu, mais dans les prises de contre, de jouer dans l'axe, de suite dans l'axe et ne plus écarter le jeu. Donc construction, voilà, comme ça on écarte. Voilà, avec Bravo. Voilà, et dès qu'on récupère sur des prises de contre, par contre là on joue dans l'axe. Ouais, Edson c'est bien fait avec Bravo. Pires qui lui aussi va écarter sur Brando. Gallas et Dugarry sont côté droit, c'est Dugarry qui est servi. Centre à destination de Ravanelli, renvoyé par Mangone. Et faute de Gallas, sanctionné par Monsieur Merck. Alors le parcours de Bologne rappelle évidemment le parcours de Bordeaux il y a 3 ans, puisque Bologne vient de la Coupe Intertoto. Les Italiens ont éliminé Bucarest, la Sampdoria de Gênes, les Polonais de Chorzo. Et puis en UEFA, ils ont sorti le Sporting du Portugal, le Slavia Prague, le Betis Séville et l'Olympique Lyonnais, parce que vous le rappeliez à l'instant, Jean-Luc. Oui, puis ils ont toujours gagné hein, sur leur pelouse. Ouais. Et de l'autre côté, comme Marseille n'a jamais perdu. Et voilà, hein, jamais perdu à l'extérieur. Ouais. Ravanelli. Ballon récupéré par Bologne avec Ingesson. Bonne interception là de Bravo. Edson. Directement en touche. Il souhaitait servir Ravanelli. Ah, il doit être un peu impressionné, le Brésilien quand même, Edson. Hein. Ça fait pas très longtemps qu'il a gagné des galons de titulaire à l'OM. Il restera à Marseille la saison prochaine alors qu'il était prêté par Recife. Mais va signer avec l'OM. Laurent Blanc avec le contre favorable. Il le fallait devant Fontolan. Dugarry. Intervention. Mangone. Fontolan. À nouveau Mangone. Essaye de déborder Bravo. Tête de Domoro devant Signori. Allez, il y a du champ, oui. Alors là, le contre dans l'axe d'après Laurent, c'est en tout cas ce qu'a demandé Roland Courbis. Et voilà qui est fait, même si le 1-2 n'a pas tout à fait fonctionné entre Dugarry et Pires. Paramati a échappé à Ravanelli. Ingesson. Eh oui, Ingesson qui était revenu en défense parce que Mangone était parti sur le côté gauche. Marocchi. Le problème qui se passe quand même côté marseillais, que c'est chaque fois que Bologne attaque, il y a pratiquement 6-7 joueurs de Bologne qui restent en place. Hein. Oui. Donc dès la récupération, c'est quand même du 3 contre 7 à chaque fois. Hein. Eh bien, et c'était le titre de la presse italienne ce matin, Laurent. Hein. Il va falloir être patient. Oui. Prévenaient les journalistes italiens. C'était le mot d'ordre. C'est vrai qu'un 0-0, ça se gère. Hein. Même si le mot n'est pas beau, c'est vrai. Thierry, c'est quand même une partie de poker menteur. Hein, ouais. Attention, Fontolan accroché par Gallas. Gallas qui va être averti par Monsieur Merck. Ouais, et Gallas ne jouera pas la finale de la Coupe d'Europe. Il a baissé la tête, Gallas. Il le sait que quoi qu'il arrive, cette finale, il ne la jouera pas. Il avait pris un carton jaune contre Vigo. Il est en retard. Ouais. Il est en retard, ce dribble intérieur de Fontolan. Tacle au départ pour prendre le ballon, mais après, bien, ça glisse et il emporte la jambe d'appui de Fontolan. Et regardez, vous avez vu Dugarry qui est venu parler à Gallas, lui dit oublie cette finale, joue ce match. Pour les copains. Après, quoi, joue pour les copains. Ouais. Mais c'est vrai qu'à 21 ans, il va peut-être avoir un petit peu de mal, Gallas, à se remettre de ce carton jaune.
C'est en tout cas un coup franc en faveur de Bologne. Brando et Bravo sont au mur.